Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Depuis plusieurs mois, le secteur des eaux minérales est sous pression. Présence de bactéries ou de polluants éternels dans les bouteilles, prélèvement illégal d'eau. De nombreux scandales ont semé le trouble chez les consommateurs en Suisse, mais aussi en France. Alors le modèle de ces eaux minérales qui doivent être vendues sans traitement et sans filtration est-il pérenne? Les minéraliers déjà accusés de polluer la planète avec leurs emballages plastiques doivent-ils se réinventer? Émilie Lambin, Anthony Delarbre ont mené l'enquête. On regarde un large extrait de ce reportage diffusé dans Envoyé spécial sur France Télévisions. Et on se retrouve juste après en plateau pour en parler. Dans ce supermarché de la Haute-Marne, une crise sans précédent impacte le rayon des eaux minérales. Le directeur n'avait jamais vu ça. Vous avez commandé combien de packs de épars? Une palette. Une palette. Et vous en avez reçu combien, vous savez? Une quinzaine. Ouais. C'est grosso modo 10%. À chaque fois, on reçoit que 10% de ce qu'on commande sur l'épar. Certaines marques arrivent au compte-gouttes, quand elles ne sont tout simplement pas en rupture. Il y a eu Perrier sur lesquels nous avons eu des difficultés. Et il y a eu effectivement encore Vittel sur lesquels nous avons eu quelques mois avec beaucoup de ruptures. Je pense que toutes les grandes surfaces du pays sont dans la même situation que nous. Ces ruptures de stock sont la conséquence d'un séisme sur le marché de l'eau minérale. Eau contaminée, puits fermés, scandale à la chaîne, c'est une industrie colossale qui est secouée. Elle pèse 2 milliards d'euros, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Les Français consomment 9 milliards de bouteilles chaque année. Ils veulent bien payer leur eau minérale 100 fois plus cher en moyenne que l'eau du robinet, mais en échange, ils attendent ceci. Pureté, bien-être, respect de la nature. C'est l'image que se donnaient les minéraliers. Mais tout cela, c'était avant une série de scandales et de révélations. Que se passe-t-il en sous-main dans cette industrie? Nous avons enquêté, suivi le fil de l'eau et fait de sacrées découvertes. Sources qui ont été exploitées illégalement ou polluées, soupçons de tromperie et de fraude à grande échelle qui auraient duré pendant plus de 30 ans. Les industriels sont dans le collimateur des associations et de la justice. Dans les rayons en tout cas, la confiance s'est évaporée. Mon petit-fils m'a dit qu'il a été pollué. Donc, mamie, tu la prends plus. On sait plus ce qu'il faut faire, s'il faut prendre... Parce que l'eau du robinet, c'est pareil, hein. Il y a des fois, c'est pas bon non plus. Vous êtes au courant des scandales qu'il y a eu récemment sur l'eau minérale? Oui, on a entendu parler. Et alors, vous en pensez quoi? Voilà. Il y en a tous les jours, alors. Ben voilà. On sait plus. Alors peut-on encore boire de l'eau minérale? Pour tenter d'y voir clair, nous partons dans le Gard. À Vergès. Petite ville, mais immense industrie. C'est là que l'eau de Perrier, filiale du groupe Nestlé, prend sa source. Un patrimoine qui fait la fierté des habitants depuis 1863. Elle est unique. Il n'y a qu'une source, elle est ici. Vous pouvez prendre une bouteille de Perrier en Australie, aux États-Unis ou au Kenya, ça sera 30 310 Vergès. C'est ça notre fierté. Et quand vous avez 30 310 Vergès, c'est chez nous. Il n'y a pas deux usines, il n'y en a qu'une. Perrier a fait beaucoup de choses, quoi. Il nous a aidés, puisque chaque fois que quelqu'un boit une petite goutte de Perrier dans le monde, il y a quelques petits centimes qui arrivent ici. Terrain de sport Perrier, aménagement urbain Perrier, l'usine d'embouteillage emploie 950 personnes. La marque finance presque tout à Vergès. Elle reverse 70 centimes à la ville tous les 100 litres produits. C'est 500 000 € de revenus annuels.
Mais en avril 2024, une tempête est venue ébranler le royaume Perrier. Au moins 2 millions de bouteilles à la poubelle. Le groupe Nestlé forcé de détruire une partie de sa production de Perrier. La source de la fameuse bouteille verte est soupçonnée d'avoir été contaminée par des bactéries d'origine fécale. Le regard du monde entier se pose sur ces petits bâtiments, les puits de la source Perrier. L'entreprise aurait-elle tenté de dissimuler la pollution de certains d'entre eux? Ces contaminations sont en tout cas à prendre très au sérieux, selon Yves Lévy, professeur spécialiste des risques sanitaires liés à l'eau. Ce n'est pas normal dans une eau dont la pureté est originelle, selon la définition réglementaire, considère qu'elle doit être parfaitement pure et surtout qu'elle ne doit pas contenir de bactéries pathogènes. Or, dans ce rapport datant d'octobre 2023, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, fait état de bactéries trouvées sur plusieurs puits, dans des quantités bien supérieures aux normes sanitaires. La norme est à 0, dans 250 millilitres. On prend 250 millilitres d'eau, il ne doit pas y en avoir dedans. Donc le fait d'en avoir une, c'est une petite alerte qui est pas normale, qu'on va surveiller. Quand par exemple ça se répète souvent et qu'on va trouver plusieurs types de ces bactéries en même temps, là, ça veut vraiment dire qu'il y a pratiquement une contamination par des infiltrations d'eau d'égout quelque part. Il y a un risque de maladie potentielle, et en particulier chez les gens les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants en bas âge et les personnes très âgées qui ont leur immunité qui est diminuée. L'entreprise a admis une déviation microbiologique ponctuelle apparue à la suite des très fortes pluies liées à un événement de type méditerranéen récent dans le Gard. Pour rassurer ses consommateurs, Nestlé s'est contenté de nous répondre par mail que la sécurité alimentaire et la qualité de ses eaux minérales naturelles ont toujours été garanties et que les eaux minérales naturelles mises sur le marché peuvent être consommées en toute sécurité. L'entreprise, en revanche, a rejeté toutes nos demandes de tournage. Pour mesurer l'ampleur du scandale, il faut d'abord comprendre comment est produite une eau minérale. Et c'est un secret bien gardé par les géants du secteur. Dans le massif des Vosges, une petite marque a accepté de jouer la transparence. Chaque matin, Jean-François, le directeur technique de l'eau de Velminfroid, vient s'assurer que son trésor est intact. C'est de là où tout commence. En dessous, à 25 mètres, on a notre nappe d'eau minérale de Velminfroid. Donc c'est un lieu qui est très précieux pour nous, qui est sécurisé, qui fait l'objet d'une surveillance en permanence. Jean-François fait chaque jour toute une série de prélèvements et d'analyses. Dans son usine, on produit 6 millions de bouteilles par an, quand Perrier en produit plus d'1 milliard. On peut se dire qu'embouteiller de l'eau, ça paraît très simple, on prend de l'eau, on la met en bouteille. Non, vraiment, nous, le challenge, c'est vraiment de surveiller ce produit comme le lait sur le feu, en s'assurant qu'à chaque étape, on maîtrise la qualité du produit au forage et que dans nos bouteilles, on s'assure vraiment de la même qualité du milieu naturel jusque dans le produit fini. Non, ça, c'est les filtres terminaux qu'on utilise avant embouteillage, justement pour vérifier, s'assurer de l'absence de tout résidu. C'est cette petite membrane qui est finalement un peu comme un filtre à café. Ce filtrage mis à part, la réglementation française ne tolère aucun traitement. Pour être classée comme eau minérale, une eau doit avoir une composition chimique constante et ne doit être ni trop filtrée, ni traitée, ni désinfectée. Elle doit être embouteillée pure. C'est à ces principes que plusieurs géants de l'eau ont dérogé. Ils pensaient leur petit secret bien gardé. Remontons un peu plus loin, jusqu'à la source de cette affaire. Décembre 2020, un salarié de la marque Saint-Yor en Auvergne va faire vaciller toute l'industrie de l'eau. J'étais technicien du centre de filtration. Je suis arrivé en 2015. Je suis resté 5 ans chez eux. Dès son arrivée dans l'entreprise, il constate des pratiques douteuses.
Pour sa sécurité, cet homme a souhaité conserver un anonymat total. Ses propos sont ici réenregistrés par une autre personne. On injectait du sulfate de fer. Il y avait aussi des filtres à charbon pour enlever tout ce qui est résidu d'hydrocarbures et purifier de façon non légale l'eau. Ça, c'était un truc bien dissimulé, c'était top secret. Le sujet était très tabou dans l'entreprise, peu de personnes étaient au courant de ça. Pendant 5 ans, cet agent affirme avoir été témoin d'un système qui s'apparente, selon lui, à une tromperie organisée. Le seul moment où ce système de sulfate de fer était enlevé, c'était pour les contrôles de l'Agence régionale de santé. Ils étaient informés de leur présence. Du coup, nous, on avait un appel vocal, bien sûr, il n'y a pas de trace par mail. Et on nous disait « débranche le tuyau, on va être contrôlé ». Tout est tromperie, de A à Z. Ils trompent sur toute la ligne. De toute façon, leur mot d'ordre, c'était « argent, argent, argent ». Ce que je veux vraiment, c'est qu'ils soient jugés et condamnés pour leurs pratiques, qu'ils répondent devant la justice. L'affaire a été publiée sur le site d'investigation Médiacité. De son côté, le groupe Alma nous affirme qu'aucune des eaux embouteillées par Source Alma n'est concernée par des problèmes de contamination bactériologique. Les révélations de ce technicien déclenchent une vaste enquête de la répression des fraudes dans toutes les entreprises du secteur. Puis un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, est remis au gouvernement dans le plus grand secret en juillet 2022. C'est une bombe. On y découvre qu'au moins 30% des marques d'eau font l'objet de traitements non conformes à la réglementation. Et ce rapport d'ajouter que le chiffre est sans doute sous-estimé. Un groupe est tout particulièrement mis en cause, Nestlé Waters. Le leader mondial de l'eau en bouteille a utilisé des traitements non conformes. Une utilisation de charbon actif et ultraviolet dont l'interdiction est absolue, ne laissant place à aucune interprétation. En clair, des industriels ont fait croire que leur eau était naturellement pure, alors qu'elle était traitée pour être désinfectée. Allez, retour sur le plateau d'Objectivement de l'Hebdo. Avec nous, Anthony Delarbre. Vous êtes co-auteur de cette enquête. Merci d'être des nôtres. Avec nous également Emma Aziza, hydrologue, docteur de l'École des mines de Paris, présidente de Mayan. Alors Mayan, c'est le Centre de recherche et d'action sur l'adaptation climatique. Merci d'être des nôtres. Première question à vous, Anthony Delarbre. Aujourd'hui, après tous ces scandales, comment se porte la filière eau minérale ? Aujourd'hui, la filière eau minérale se porte très bien. Selon les derniers chiffres que l'on dispose en 2024, la filière représente en tout cas en France entre 2 et 3,5 milliards d'euros et les Français consomment aux alentours de 9 milliards de bouteilles d'eau par an. Si l'on regarde juste Nestlé Waters, par contre, sur le premier trimestre 2025, on observe une baisse des ventes de 14-15% par rapport à 2024. Donc, sur Nestlé Waters, il y a eu un effet sur les ventes. Emma Aziza, est-ce que cette loi qui oblige les industriels de l'eau à ne pas traiter, à ne pas filtrer l'eau minérale, pour que ça s'appelle eau minérale, est la même partout dans le monde, ou est-ce que c'est une particularité française ou européenne ? En tous les cas, elle est la même déjà à l'échelle de l'Union européenne. Ces traitements n'ont pas lieu d'être à partir du moment où on considère que cette eau est minérale, c'est-à-dire qu'elle s'est enrichie en profondeur dans des encaissants souterrains qui ont permis justement ces minéraux de venir rajouter cette richesse à cette eau, et c'est pour ça qu'on la paye d'ailleurs plus cher. Par contre, quand on va aux États-Unis, eh bien clairement on a des règles qui sont différentes, et ces traitements, que ce soit par UV ou par filtration ou encore par charbon, eh bien sont possibles ailleurs. Donc on voit qu'on n'a pas les mêmes réglementations, mais on n'a pas non plus la même histoire, puisque l'histoire de l'eau minérale est avant tout une histoire française. C'est vraiment une question culturelle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à produire de l'eau minérale sans traitement, sans filtration ? On sait que les sources, on l'a vu dans le reportage d'Anthony Delarbre et d'Émilie Lambin, elles sont de plus en plus polluées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore produire des eaux minérales sans traitement et sans filtration ? Est-ce que cette loi, il faut la changer, il faut la faire évoluer ? Ce qui est clair, c'est qu'on est en train de découvrir une vulnérabilité qu'on n'avait pas vu venir. On a grandi pendant des générations avec des publicités qui, derrière, nous
laisser penser que cette eau était quasiment illimitée et qu'on pourrait toujours en avoir. Ce que l'on voit premièrement, c'est que, ne serait-ce qu'en France, quand on regarde l'état des forages minéraliers, eh bien, ils se situent dans des zones qui ont subi des sécheresses récurrentes depuis 2017. Ça s'est accentué jusqu'en 2022 et on n'imaginait pas ça en France. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit à quel point on a augmenté la consommation en eau minérale. On a aujourd'hui une évolution en termes de nombre de bouteilles qu'on n'imaginait pas jusque-là, si on regarde juste Nestlé Waters. Donc en fait, on fore de plus en plus dans un endroit où il y a de moins en moins d'eau. C'est un peu comme un effet de peau de chagrin qui a tendance à se réduire et qui montre quelque part la fin d'un modèle. Est-ce qu'on pourra toujours continuer à puiser dans une eau qui s'est enrichie dans les profondeurs de manière inexorable? Je crois qu'on arrive un peu à la limite du système. Anthony Delarbre, dans la version intégrale de votre reportage que l'on peut visionner sur le site internet d'Envoyé spécial, on voit aussi des minéraliers vertueux. Est-ce qu'ils souffrent de cette mauvaise publicité et de ces scandales? Ils souffrent énormément même. Déjà parce qu'ils n'ont pas le même schéma économique que Nestlé Waters. Par exemple, la petite marque de Haute-Saône, voisine des Vosges de Nestlé que l'on a suivi, produit 6 millions de bouteilles par an. Nestlé Waters en produit au moins 1 milliard. Donc on n'est pas du tout sur le même schéma économique. Et lorsqu'il y a eu tous ces scandales parus dans la presse et puis ensuite repris par la commission sénatoriale en 2024-2025, cette petite marque nous a confié qu'elle avait perdu 50% de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire 50% de ses clients se sont évaporés. Donc évidemment, ce sont les petits minéraliers qui payent le prix des affaires Nestlé. Anthony, les industriels de l'eau minérale, ils font face à plusieurs types de pollution. On en parlait avec vous, Emma Aziza. Il y a effectivement la pollution avec les bactéries, mais aussi les polluants éternels. Ils ne sont pas forcément responsables, d'ailleurs, de la présence de ce qu'on appelle les PFAS. Est-ce qu'il existe encore de l'eau naturelle propre? Et puis, est-ce qu'il y a un lien entre la surexploitation des nappes phréatiques par des groupes comme Nestlé et ces eaux polluées? Alors, pour commencer, je dirais qu'au cours de notre enquête, ce que l'on a découvert, ou plutôt ce que l'on a vu et aperçu, c'est l'ampleur de la pollution de nos eaux, qu'elles soient embouteillées ou, comme Emma Aziza l'a dit, dans les nappes profondes, les eaux de source. C'est l'ampleur de cette dégradation et de ces polluants. Et finalement, en ce qui concerne Nestlé, c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES, qui l'a expliqué dans son rapport en octobre 2023, qui a expliqué justement la présence de tous ces micropolluants, microplastiques, bactéries, résidus de matière fécale, comme il est nommé. Donc, oui, Nestlé a subi énormément de pollution et a utilisé des procédés interdits, en tout cas d'après les circulaires européennes, pour se protéger. Et malgré cela, encore aujourd'hui, on trouve des microplastiques dans les eaux de Nestlé Waters. En témoigne le dernier rapport de l'Office français de la biodiversité qui date d'août 2025, où des microplastiques se trouvent dans les marques de Nestlé dans les Vosges. Donc, il y a énormément de difficultés à aujourd'hui boire une eau minérale propre et à la boire sans filtration. Plus largement, ça questionne aussi nos modes de vie, nos modes de consommation. Il s'accentue en utilisation de plastique, l'utilisation des PFAS dans de nombreux produits, les pesticides aussi, et tout cela se déverse dans nos eaux et finalement dans nos eaux profondes car nous avons moins d'eau. Ensuite, sur le lien entre la surexploitation des forages dont parlait Emma Aziza, il y a un lien, mais je dirais indirect et qui a été très bien expliqué, c'est-à-dire que lorsque une nappe est surexploitée, son niveau baisse, c'est-à-dire que la nappe ne peut pas se recharger naturellement avec la pluie, on prélève beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons suivi dans les Vosges une association, au 88, qui a travaillé avec l'Office français de la biodiversité, et ils ont montré qu'entre 1992 et 2019, Nestlé a prélevé illégalement sur la terre des Vosges 19 milliards de litres d'eau, et que l'État à régulariser tout ça. On peut dire, Emma Aziza, que Nestlé, qui en 50 ans est passé de 400 millions de bouteilles à 2 milliards quand même, est victime de son succès? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une série de scandales qui touchent l'eau du robinet. Donc, la population a tendance à bifurquer vers l'eau minérale en ayant ce sentiment que, quelque part, au moins, elle l'est protégée. Et en plus, en 2020, il y a les années Covid, il y a le Covid, et on dit que l'eau du robinet
peut être polluée. Donc effectivement, donc on a les effets de rumeur. On sait très bien que cette eau qui est ramenée parfois par des canalisations vieillissantes pose de nombreux problèmes. Et donc cet ensemble de scandales vont avoir tendance à ramener la population vers des achats beaucoup plus concentrés sur les eaux minérales. Sauf que, eh bien, les eaux de source et les eaux minérales ont aussi leur lot de scandales. Et d'abord, ils vont arriver surtout sur le contenant. C'est-à-dire que c'est vraiment d'abord la bouteille en plastique qui va poser problème. On a aujourd'hui des moyens de mieux évaluer exactement le nombre de de nanoplastiques que l'on peut avoir dans une bouteille. Et donc, une étude d'une très grande revue internationale met en évidence que dans une bouteille d'1 litre d'eau en plastique, on se retrouve avec à peu près 240 000 nanoparticules de plastique dans la bouteille, qu'il traverse les barrières intestinales, qu'il traverse carrément les barrières cérébrales. Et donc, on a potentiellement un danger extrêmement important pour notre organisme. Donc ça, c'est une première chose, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'eau est le plus grand solvant qui existe sur la planète, donc il récupère tout ce qu'il y a autour de lui. Lorsqu'il est dans des roches encaissantes avec des minéraux, il va récupérer les minéraux. S'il est dans une bouteille en plastique, il récupérera le plastique. Sauf que, en fait, on voit la bascule arriver peu à peu vers le fait que ces scandales nous montrent que cette eau, qui semblait malgré tout très pure, ne l'est plus du tout elle-même, là où on va la chercher. Donc on a ces matières fécales déjà, qui vont être un premier scandale, mais dernièrement, le fait de se dire que ces grands minéraliers ont entassé durant des décennies des quantités de décharges de plastique qui en fait ont été faites dans des zones qu'on appelle d'impluvium, c'est-à-dire la zone où la pluie pénètre et rejoint la nappe et donc vont contaminer les nappes, eh bien ça c'est un nouveau scandale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'encaissant, il y a le contenant aussi qui aujourd'hui est remis en question. Et donc la question c'est finalement à quel sein se vouer. Est-ce qu'on doit toujours aller boire de l'eau minérale alors qu'en réalité, eh bien, on boit surtout du plastique? Je crois que ça nous amène aujourd'hui à aller beaucoup plus retourner vers une logique qui est l'eau du robinet, qui est extrêmement contrôlée. Et surtout, à qui on ajoute l'eau à laquelle on ajoute des filtres. Exactement. Par exemple. La solution reste d'ajouter des filtres et surtout des filtres qui vont enlever le chlore et les métaux lourds. Pourquoi? Parce que c'est une question organoleptique, c'est-à-dire qu'on a un rapport à l'eau qui est avant tout émotionnel. Lorsque l'on boit de l'eau, on a besoin qu'elle ait un bon goût. Et c'est vrai que le chlore a tendance à rejeter cette envie de boire. Et donc, on va devoir se réconcilier avec l'eau, mais peut-être avec de l'eau locale, parce que eh bien, ce modèle des grands minéraliers nous montre... On a de la chance, parce que sur le continent européen, on a plutôt de l'eau potable qui sort du robinet, ce qui n'est pas forcément le cas partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Anthony Delarbre, il y a aussi eu ces puits qui ont été creusés illégalement. Dans l'intégralité de votre reportage, vous pointez du doigt justement le fait que l'État français a laissé trop de liberté à Nestlé. C'est une des conclusions de votre enquête. En tout cas, dans ce cas précis, et là on parle de la partie de Nestlé Waters qui est dans les Vosges, oui, l'État a laissé libre cours à Nestlé de forer, de créer une forme de gruyère dans la campagne des Vosges avec des puits illégaux. Donc, en plus des puits légaux, des puits illégaux qui ont pompé sans surtout aucune étude environnementale pour savoir s'il était possible d'exploiter cette ressource qui appartient à tous et qui baisse d'année en année, comme Emma Aziza l'a dit. Donc, l'État, quand l'État a su que Nestlé avait foré illégalement ces puits dans les Vosges, au lieu de sanctionner Nestlé, il a régularisé tous ces puits, toujours sans aucune étude environnementale. À l'heure actuelle, certains puits ont été fermés pour pollution. L'association Foodwatch, Emma Aziza, justement, a dénoncé l'inaction de l'État français. Vous partagez, vous, ce point de vue, ou est-ce que c'est difficile peut-être de s'en prendre à une grosse entreprise, une multinationale comme Nestlé? Ce qui est complexe, c'est qu'effectivement, quand on regarde les milliards et les milliards générés par l'eau embouteillée minérale, alors qu'on prélève que de l'eau, c'est assez simple en termes de transformation, eh bien, on se doute qu'il va y avoir un niveau de l'eau
lobbying qui va être à la hauteur de finalement ce qui est aujourd'hui en jeu sur le plan économique. On met beaucoup en lien le fait qu'on risque de perdre des emplois, qu'on risque de perdre une économie française, un fleuron français. Je crois que la question se pose bien ailleurs parce qu'à la Il y a limite, aussi un risque de panique, non, au sein de la population, si tout d'un coup il n'y a plus d'eau minérale? Alors, effectivement, parce que tout simplement, on a été conduit par les publicitaires pendant des décennies à avoir tendance à penser que finalement, seule cette eau était bonne. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne boivent absolument pas d'eau du robinet. Et puis, les scandales continuent d'ailleurs sur l'eau du robinet. Oui. Le chlorothalonil, qui est un scandale autant suisse que français, qui a été découvert en Suisse, eh bien, concerne l'eau du robinet suisse et française, mais elle concerne aussi des impluviums de grands minéraliers. Donc, en réalité, il ne faut pas croire qu'une pollution qui concerne l'eau du robinet ne concerne pas. Alors, ce que vous nous dites, c'est oui, l'État français aurait peut-être pu faire plus, mais en même temps, c'était pas facile. Oui, je crois qu'il y a une question d'acceptabilité de la population. Quand on a vu, durant l'été 2022, qui était un pic en matière de sécheresse, on avait plus de 1300 communes en France qui n'avaient plus d'eau potable dans leur robinet, eh bien, on s'est rendu compte que dans des zones qui sont extrêmement connues pour porter la marque d'eau minérale, les habitants n'avaient plus d'eau dans leur robinet, alors que les minéraliers passaient avec des camions-citernes devant eux. Donc ça vient mettre en évidence quelque chose qui est extrêmement profond. C'est le fait que certains ont droit à de l'eau profonde, pure, et peuvent l'exploiter pour l'amener à l'autre bout du monde, alors que d'autres, finalement, qui habitent sur ce territoire, n'ont plus accès à cette eau minérale qui s'est enrichie naturellement. Emma Aziza, merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci également à vous, Anthony Delarbre, d'avoir participé à ce numéro. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et de TV5 Monde, mais aussi sur les réseaux sociaux et la plateforme TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo.